On peut commencer? Je vous ai envoyé le truc par Kimberly, vous avez reçu? Oui, donc on vient de démarrer, le public est là et la parole OK. est à vous. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Robert Souraki-Watoum. Je suis coordonnateur de projet à l'Alliance Jeunesse et Famille de l'Alberta Society, AGFAS à Edmonton. C'est la ville des champions, en fait, c'est comme ça qu'on dit ici, qui est située sur les territoires traditionnels visés par les traités 6, une terre d'accueil pour le peuple du monde entier, en fait. Et je tiens à vous souhaiter à chacune, à chacun de vous, bienvenue à ce webinaire organisé par la communauté des pratiques intentionnelles en équité, justice sociale et francophonie de la FCFA du Canada sur le thème « L'épanouissement des communautés noires en temps de pandémie ». Ce webinaire abordera l'impact de la pandémie sur la fragilité des minorités et plus spécifiquement les défis des personnes noires issues de l'immigration, des femmes noires et des personnes noires LGBTQ. D'abord, quelques consignes avant de commencer. On peut aller au second, oui. Donc, vous pouvez voir là, juste en bas à gauche, vous pouvez régler votre audio en fait. Vous cliquez sur paramètres audio et choisir, par exemple, paramètres audio sur le téléphone, éventuellement, ça dépend de quel système que vous utilisez. On peut aller au numéro 2. Et là, c'est pour les discussions, en fait. Il y a une petite case juste à droite, on écrit chat. Vous pouvez cliquer là-dessus et vous pouvez choisir tout le monde si vous voulez que tout le monde puisse lire votre message et en même temps aussi les panélistes. Et puis, il y a Q et R, c'est pour les questions et réponses. Là, ça vous permet aussi de savoir qui peut lire vos questions. Si vous avez des questions à poser, vous pouvez cliquer sur Q et R et puis poser votre question et on répondra à la question. Et là, c'est juste un récapitulatif. Donc, vous voyez à gauche sur les paramètres audio, et puis il y a discuter. C'est pour, si vous avez à faire des discussions, à faire ou des messages à envoyer à tout le monde, vous cliquez sur discuter et puis cliquez sur tout le monde, et puis tout le monde pourra lire votre message. Et puis après, il y a abaisser ou lever la main, éventuellement, vous pouvez l'utiliser. Et à droite, il y a Q et R. Et merci beaucoup encore une fois d'être là. Et on va devoir commencer. Et la première personne qui va prendre la parole, je vais le présenter, c'est Alain Dupuis, le directeur général de FCFA. Alain Dupuis est originaire de Sudbury. Il a assumé la direction générale de la FCFA en mai 2017. Il est détenteur d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa et d'une maîtrise en affaires publiques et internationales de l'Université de Montréal. Alain s'est intéressé pendant ses études aux problématiques liées aux relations canado-africaines, aux francophones hors Québec et à la gouvernance des peuples autochtones au Canada. En 2013 et en 2014, Alain a coordonné la tenue des États généraux sur le poste secondaire en Ontario français. Il a aussi siégé à titre de vice-président à l'Assemblée des communautés francophones d'Ottawa. Et alors, à vous, Monsieur le directeur général, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce webinaire pour le mois de l'histoire des Noirs. Je suis heureux de vous voir aussi nombreux là, pour cette occasion. Donc, cette année, le mois de l'histoire des Noirs a pour thème en février et en tout temps, célébrons l'histoire des communautés noires aujourd'hui et tous les jours. Il met l'accent sur la reconnaissance des contributions quotidiennes qu'apportent les personnes noires à notre pays. Pour nos communautés francophones et acadiennes, le mois de l'histoire des Noirs est l'occasion de prendre pleinement la mesure de tout ce que les personnes noires apportent à notre capacité de vivre en français, en enseignant à nos enfants, fournissent des soins de santé dans notre langue, créent des entreprises de langue française, font avancer la reconnaissance en français dans nos collèges et universités et de plus en plus assument des positions de leadership au sein de nos associations et de nos organismes. Il est aussi plus important que jamais ce mois-ci de prendre conscience du racisme individuel et systémique que vivent les personnes racisées au Canada et de passer à l'action en adoptant des comportements antiracistes. En adoptant de nouveaux comportements, nous reconnaissons les erreurs du passé, les injustices commises, les maladresses toujours présentes, les micro-agressions, mais aussi les actes délibérés de racisme pur et dur, heureusement plus rares, mais hélas toujours présents. Ensemble, nous travaillons pour sensibiliser, éduquer et prendre conscience. Nous travaillons pour un avenir meilleur, tourné vers l'inclusion.
L'immigration est un facteur clé pour la croissance démographique des communautés francophones et une grande majorité des candidats francophones à l'étranger sont issus de minorités visibles. Les inclure en toute justice et équité, ce sont des valeurs qui rejoignent tous les Canadiens et Canadiennes francophones qui se battent pour être reconnus et avoir les mêmes droits que la majorité. L'élimination du racisme et la promotion de l'équité et de l'inclusion permettent de favoriser l'avenir des communautés francophones et acadiennes. En 2020, la FCFA s'est engagée à soutenir cette prise de conscience de façon continue et non pas ponctuelle. De nombreuses actions ont été réalisées par la FCFA, par ses membres et par ses partenaires. Cette année, vous avez été nombreux et nombreuses à souligner le mois de l'histoire des Noirs par différentes conférences, concours et activités de sensibilisation. La FCFA a elle-même invité les francophones à découvrir, par une campagne sur les médias sociaux, des personnalités qui se distinguent par l'envergure de leur contribution à l'avancement de nos communautés. Nous devons cependant aller plus loin. C'est pour cela que nous avons mis sur pied une communauté de pratiques intentionnelles en équité, justice sociale et francophonie, dans le but d'apprendre ensemble les meilleures pratiques inclusives et de construire de nouvelles connaissances en termes d'équité et de justice sociale pour toutes et tous. Pour faire interagir cette communauté de pratiques, nous avons lancé en janvier une toute nouvelle plateforme collaborative appelée Le Labo, qui est un espace de discussion en ligne pour faire avancer les connaissances et partager les outils et les façons de faire pour l'inclusion et la promotion de la diversité. Je vous invite donc toutes et tous à rejoindre Le Labo en vous inscrivant à labo.immigrationfrancophone.ca pour faire partie de la discussion avec la communauté de pratique et on pourra vous partager le lien vers le labo dans le chat du webinaire. La communauté de pratique est encadrée par un comité organisateur qui donne le pouls à la communauté de pratique et je tiens donc à remercier les 10 membres de ce comité qui prennent leur temps personnel et dont certains sont impliqués dans cette activité. Le comité a déjà plusieurs projets de sensibilisation en cours, dont des balados, un prochain webinaire sur l'islamophobie qui aura lieu le 21 mars. Et ce premier webinaire, que je suis particulièrement fier de vous présenter aujourd'hui et qui a pour titre « L'épanouissement des communautés noires en temps de pandémie ». Le mois de l'histoire des Noirs, ça nous concerne toutes et tous parce que les personnes noires de langue française font partie du nous collectif. À toutes et à tous, je souhaite une belle rencontre et une bonne fin du mois d'histoire des Noirs avec des activités informatives et riches en apprentissage. Merci tout le monde et bonne journée. Merci beaucoup Alain, on apprécie vraiment. Et je crois que le mois de l'histoire des Noirs, ça nous permet d'avoir un regard sur le passé, mais aussi tourner vers l'avenir. Et la deuxième personne qui va devoir prendre la parole, c'est Roukia Abdi Aden. Je ne sais pas si j'ai massacré votre nom, vous m'excuserez. Elle va parler des défis en employabilité pour les personnes noires. Mais qui est Roukia? Roukia occupe le poste de gestionnaire concertation nationale au réseau de développement économique RDE Canada depuis septembre 2012. Elle est responsable des enjeux économiques reliés au tourisme et à l'immigration économique. Roukia a travaillé avec des organisations internationales telles que l'UNICEF, Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Au Canada, elle a occupé plusieurs postes au sein de la francophonie canadienne d'Ottawa. Elle a été agente de développement économique au Conseil de la coopération de l'Ontario et ensuite directrice adjointe de l'immigration à la Fédération des communautés francophones et acadiennes FCFA du Canada de 2002 à 2012. Et alors, la parole est à vous, Madame Roukia. Merci beaucoup. Tu as bien dit mon nom, il n'y a aucun problème. Madame, tout d'abord, j'aimerais remercier la FCFA de m'avoir invitée pour parler d'un sujet qui est très, très vaste. Quand je l'ai regardé, j'ai dit, oh mon Dieu, c'est les personnes noires. Il y a tellement de composantes à ce groupe-là. Et personnes noires, les immigrants. Il y a des personnes noires dans les immigrants. Un migrant aussi a son lot de barrières d'accès à l'emploi, que tu sois nouvellement arrivé ou là depuis très longtemps. Il y a des personnes noires qui sont là depuis très longtemps, des citoyennes canadiennes, mais qui ont encore des difficultés pour accéder à l'emploi ou pour faire avancer leur carrière. Dans les personnes noires, on a des jeunes, des adultes, des femmes, des hommes, et chacun vient avec son lot de défis qui lui est particulier. Mais je vais survoler quelques éléments, je trouve, qu'ils ont tous en commun.
notamment le fait qu'une évidence que l'on voit dans plusieurs recherches et statistiques que nous observons depuis longtemps, c'est que les personnes noires d'ascendance noire ont de la difficulté à accéder à un emploi et par conséquent, le taux de chômage reste relativement plus élevé chez les personnes noires avant la pandémie et après la pandémie aussi. Je vais vous donner un peu quelques statistiques d'une enquête, quelques données d'une enquête qui a été menée par Statistique Canada en 2020, avant la pandémie, qui relevait les constats suivants. Bien que la population noire au Canada soit jeune, diversifiée, en croissance et éduquée, les personnes noires sont moins susceptibles d'avoir un emploi que le reste de la population canadienne. Et elle mettait aussi en évidence que les jeunes noirs ont un niveau de scolarité généralement inférieur à celui des jeunes Canadiens blancs. Donc, ça veut dire aussi que dès le jeune âge, il y a déjà une barrière qui se présente aux communautés noires. Notamment, si on prend des chiffres, on constatait que 60,9%, on retrouvait chez les jeunes noirs un taux de diplomation de 60,9% contre 66,5% chez les jeunes blancs. L'enquête a établi aussi qu'il existait des écarts entre les personnes noires et le reste de la population adulte canadienne quant à la rémunération aussi et au fait que même quand une personne noire se trouvait à un travail, elle avait souvent des postes, elle occupait un travail qui ne correspondrait pas forcément à ses qualifications ou des postes d'entrée très souvent. Et dernièrement, je lisais les constats qui ont été faits, par exemple, dans la région de Windsor, en Ontario, par une sociologue, Francisca Omorandion, qui parlait spécifiquement des hommes noirs qui même avaient une éducation ont suivi des études universitaires à Windsor, mais qui avaient du mal à trouver des emplois qui correspondaient à leur domaine d'études, qui se retrouvaient dans des professions telles que aller travailler dans des centres d'appel ou dans des champs ou quoi que ce soit. Et elle constatait également que 24% des hommes noirs dans la région de Windsor étaient sans emploi ou sous-employés et que ce chiffre-là était le triple du taux de chômage général de la région qui se situait autour de 8%. Un élément qui explique plusieurs de ces défis-là, on a parlé de racisme bien évidemment, c'est la discrimination. La discrimination pour trouver un emploi tout court, la discrimination pour trouver un emploi qui correspond à ses compétences et à sa formation, la discrimination aussi pour avancer dans sa carrière. Je vous donne encore des chiffres qui ont été relevés dans une étude de Randstad dernièrement, qui indiquait que 54% des personnes noires se disaient être la cible de discrimination continue dans la société canadienne et que 40% affirmaient que cette discrimination se faisait au travail. Je ne sais pas si vous avez suivi aussi en Ontario, on avait observé que je vous parlais des jeunes tout à l'heure et je disais que le frein commence déjà des fois dans les écoles, dans le système scolaire. Et en Ontario, dernièrement, a été aboli le fait qu'au postsecondaire, les élèves étaient déjà prédéterminés à aller dans telle formation à cause du choix qu'ils devaient faire à partir de la 9e année pour soit aller dans un volet académique qui leur permettait de poursuivre des études universitaires ou soit aller dans un cursus non académique qui les orientait plus vers les métiers. On avait constaté que les jeunes noirs se retrouvaient souvent dans le cursus non académique.
Donc, c'est des éléments et des barrières et des défis qui existent depuis quelques années. Maintenant, on est en situation de pandémie depuis 2 ans maintenant. Qu'est-ce que la pandémie, est-ce que la pandémie, la COVID-19, a amené aussi son lot de défis? Je dirais que elle n'est pas à l'origine de tous des défis. Ce n'est pas elle qui a amené les défis, comme je vous le disais, mais elle a fait, par contre, elle a exacerbé les barrières qui existaient. Elle a mis en évidence les inégalités systémiques qui prévalaient auprès des personnes noires qui étaient, comme je le disais, sous-employées ou pas embauchées du tout. Je prendrai l'exemple, par exemple, l'exemple des immigrants noirs récemment arrivés, personnes noires immigrantes récemment arrivées, qui occupent, comme vous le savez, des postes d'entrée dans des secteurs, ce qu'on appelle les postes d'entrée, qui leur permet d'acquérir cette expérience canadienne et qui se situent dans des secteurs qui sont souvent faiblement rémunérés et en des contrats de courte durée, comme dans la restauration, l'hébergement, les services de distribution. Or, vous le savez, la pandémie a fortement touché ces secteurs-là et ce sont ces immigrants-là ou ces personnes noires qui ont écopé souvent des conséquences qui étaient liées aux fermetures des entreprises dues en raison des mesures sanitaires qui ont été mises en place. L'autre élément que la pandémie a mis en évidence, qui ne parle pas de sous-employabilité, mais vous l'avez vu dans toutes les télévisions, toutes les communications qu'on recevait tous les jours, c'est que les personnes immigrantes étaient représentées de façon disproportionnée dans des services qui étaient dits essentiels. La santé, l'assistance sociale, même au niveau du transport et autres. Et en fait, dans ces secteurs-là, 20% des employés sont des Canadiens noirs qui travaillent comme préposés au service, comme infirmiers, comme médecins ou autres, ou dans l'assistance sociale dans les maisons pour les personnes âgées. Je vais conclure rapidement. Comme je vous le disais, les défis sont là, les défis sont importants. Ils viennent en fait s'ajouter à une liste d'autres défis auxquels font face les différentes catégories de citoyens, de Canadiens. Comme je vous disais, immigrants, citoyens, jeunes, femmes, à son lot de défis. Et le fait d'être noir vient amener à une couche supplémentaire pour se trouver soit un emploi, pour avancer dans sa carrière ou pour avoir un emploi dans le domaine dans lequel ils ont étudié. Et là, je le mentionnais aussi, la pandémie n'a fait que augmenter et amplifier les défis et les barrières systémiques auxquelles les personnes d'ascendance noire faisaient face. Je pense que pour l'avenir et pour ce qui nous attend, le travail est immense et les défis, je pense que si on ne veut pas que ces défis-là ne soient pas durables et à long terme et continuent à creuser l'écart entre les personnes, l'employabilité des personnes noires et le reste de la population, des mesures spécifiques et des mesures de sensibilisation doivent être mises en place aussi dans le milieu de travail auprès des employeurs et des initiatives spécifiquement qui s'adressent spécifiquement à ces populations, à ces groupes de population doivent être mises en place. Je vous remercie, puis merci de m'avoir offert cette occasion pour survoler un peu ce sujet-là. Merci infiniment. Vous avez été dans les temps. En tout cas, merci beaucoup. J'apprécie. C'était vraiment magistral. Et je crois qu'on va passer au prochain. La diversité, c'est aussi les choix de vie, en fait. Et la personne qui va intervenir maintenant va parler sur l'impact de la COVID-19 sur les personnes noires, membres de la communauté LGBTQ. Et c'est Laurent Francine Goumou.
En fait, Laurent Francine Goumou est titulaire d'un master en travail social et en sciences politiques. Il est actuellement étudiant au doctorat en travail social à l'Université Laval. Ses intérêts de recherche portent entre autres sur l'homophobie, le racisme, l'intégration sociale, l'exclusion et les problèmes de santé mentale vécus par les minorités sexuelles afro-caribéennes, les enjeux de politique migratoire internationale pour les personnes d'origine africaine et caribéenne, la réalité sociale des minorités sexuelles en Afrique subsaharienne et contexte précolonial, colonial et post-colonial, et les barrières systémiques à leur intégration sociale dans les pays d'accueil, notamment les camps du Canada, l'Allemagne et la Belgique, sont pour Laurent Francine les objets importants de recherche. C'est quelqu'un que j'ai connu à travers cette organisation et je suis très heureux de le suivre aujourd'hui. Je crois que j'apprendrai beaucoup de choses. Alors, à vous, Laurent. Ok, merci à tout le monde et merci au groupe CEFA de m'accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais demander à Kimberly si elle peut m'aider à partager l'écran sur le guide que je lui ai envoyé. Ok, merci beaucoup. Ben, je m'appelle Laurent Francis Ngoumou et je suis étudiant en doctorat, comme on vous l'a dit. Il y a tellement à dire, et je n'ai pas assez de temps. Il y a tellement à dire et je n'ai pas assez de temps. Je n'ai que 20 minutes, en fait. Donc, je vais essayer d'aller plus vite, en fait. En effet, j'ai mené une enquête et aussi une enquête auprès des personnes LGBT francophones. L'enquête a commencé en début juillet 2021 et l'enquête s'est achevée en janvier. Et là, le guide que vous voyez sur vos écrans, le guide est à votre disposition depuis le 10 février. C'est pour mieux intervenir et les conseils, les pratiques et techniques d'intervention pour mieux intervenir auprès des populations LGBT francophones d'origine africaine et caribéenne. Donc, est-ce que vous pouvez avancer, défiler un peu au niveau des statistiques, au fait? Donc, il faut augmenter encore et augmenter encore. Là, revenir en haut, plutôt sur les personnes descendues plutôt encore. Oui, sur les nationalités, là, ça va. Et là, j'ai fait des interviews auprès de 36 personnes et il y avait des personnes qui travaillaient dans des organismes communautaires, certains qui travaillaient dans les ministères, eux aussi, certaines personnes LGBTQ francophones, mais plus particulièrement, j'ai retenu 20 ici. Donc, parmi ces personnes, il y avait des personnes qui venaient du Burkina, qui sont originaires du Burkina Faso, du Cameroun, du Canada, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, de Djibouti, de la France, d'Haïti et de la République centrafricaine. Donc, on fait monter les diapos, s'il vous plaît. Excusez-moi. Donc, pendant cette enquête-là, il s'est avéré que ces personnes, premièrement, qui étaient à discriminer fortement avant la pandémie, le taux de discrimination a doublement augmenté, a triplement augmenté durant la pandémie. Donc, par exemple, au niveau, j'ai souligné 4 problèmes qu'ils avaient. Ils avaient des problèmes de santé mentale. Les problèmes de santé mentale ont doublement augmenté. L'accès aux soins, l'accès aux services sociaux, l'accès au logement et l'accès aux études, au fait. Donc, ces personnes vivent véritablement voilà les problèmes qui minent. Est-ce qu'on peut augmenter la diapo, s'il vous plaît? Vous aurez le guide, au fait, à la fin de la présentation pour vous pouvez lire, parce qu'à la fin du guide, il y a des recommandations. Comment est-ce que vous pouvez travailler avec les personnes LGBTQ francophones plus particulièrement? Pourquoi est-ce que je me suis intéressé aux personnes LGBTQ francophones? Parce qu'on a remarqué que, d'après mes études et d'après les statistiques qui sont en place, les personnes LGBTQ francophones, noires, d'ascendance africaine et caribéenne
vivent des multiples discriminations. Elles sont discriminées déjà parce qu'elles sont immigrantes et elles sont des personnes immigrantes. Elles sont discriminées parce qu'elles parlent français en zone anglophone. Elles sont discriminées parce qu'elles sont LGBTQ, elles appartiennent à la communauté LGBTQ, donc elles ont un parcours d'immigration qui est particulier. Et aussi, elles sont discriminées parfois parce qu'elles peuvent être musulmanes ou bien chrétiennes au fait. Donc, ça fait en sorte qu'une personne LGBT peut porter 4 niveaux de discrimination au fait. Et généralement, pendant la pandémie, ces personnes ont beaucoup vécu les discriminations au sein des communautés, la xénophobie et aussi la stigmatisation auprès des communautés immigrantes aussi. Beaucoup, dans leurs témoignages, beaucoup de ces personnes vivent avant la pandémie et pendant la pandémie, beaucoup de discriminations auprès des organismes qui sont censés aider les immigrants, par exemple, selon les témoignages. Il faut relever ici que je me base beaucoup plus aux témoignages et aux recherches que j'ai menées et aussi par rapport à mes expériences. Donc, je ne veux pas généraliser. Il ne faudrait pas croire que je suis en train de généraliser. Ce qu'il en ressort, c'est que ces personnes disent, elles sont discriminées par les populations immigrantes aussi. Et de leur côté, elles sont victimes de racisme et d'exclusion de la part de leur population, entre guillemets, blanche. Donc, elles sont dans l'intersectionnalité. Et pendant la pandémie, le gouvernement fédéral a aidé beaucoup d'organismes, mais malheureusement, l'aide est beaucoup plus partie envers les organismes anglophones. Ces minorités LGBTQ francophones ont été oubliées. Et parfois même lorsqu'ils arrivent à trouver un travailleur social, une personne qui est francophone, elles sont encore discriminées. Parce qu'il faut comprendre ici, dans l'intersectionnalité, nous sommes encore dans l'intersectionnalité et l'intersectionnalité. Ça veut dire que lorsqu'elles font face à des personnes immigrantes qui travaillent dans des services d'accueil, parfois, d'après leur expérience, elles sont victimes d'homophobie de la part de ces personnes. Parfois, lorsqu'elles font face aussi à certains travailleurs sociaux, des Blancs, elles sont victimes de racisme au fait aussi. Donc, elles sont souvent incomprises et cela crée beaucoup de problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'isolement, les pensées suicidaires. Et aussi, beaucoup vivent en colocation avec des personnes qui ne sont pas sensibilisées aux questions telles que l'homophobie, la transphobie, l'islamophobie et le racisme, dont elles sont obligées de vivre dans le placard, dont se cacher encore pendant la pandémie, lorsqu'elles vivent dans ces colocations. Et on a remarqué que ce sont ces personnes pendant la pandémie qui ont beaucoup travaillé. Ils faisaient le Uber, livraient la nourriture des restaurants dans les maisons. Ils travaillaient dans les maisons de retraite pour aider les aînés. Le gouvernement a promis de les aider, mais beaucoup ont des difficultés avec l'administration parce qu'ils ne parlent pas anglais et aussi parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Donc, beaucoup ont aidé pendant la pandémie, malgré les problèmes qu'ils ont vécus et qu'ils vivent encore. Et généralement, lorsqu'on parle de ces personnes LGBTQ francophones noires, elles sont oubliées. Il est important de remercier aujourd'hui l'organisme France CFA, FCFA, de m'avoir invité à cette conférence pour parler en leur nom et aussi, c'est aussi une main tendue à d'autres organismes pour dire que cette personne existe, elles sont là, parce que généralement, on a l'habitude de fonctionner sans eux et on pense que quand on va dire LGBTQ, oui, on est certes de la même communauté, mais on n'a pas les mêmes problématiques, en fait. Vous voyez même que même à l'intérieur de la communauté LGBTQ, il y a des problématiques en fonction de la langue que vous parlez, en fonction de la couleur de votre peau. Bon, je veux m'arrêter là parce qu'il y a tellement à dire sur le sujet. Merci beaucoup. Kimberly va vous partager les guides. Merci beaucoup. Merci Francis, vous avez été un peu court, donc on a encore un peu de temps. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je crois que j'aurai des petites questions pendant le moment de questions et réponses. Et on va devoir passer à la
personne suivante. Il y a Léopold Sédar Senghor, l'ex-président sénégalais, qui disait si la poésie meurt, qu'est-ce qui restera encore pour l'espoir du monde? Je crois que la poésie, c'est quelque chose qui nous nourrit. Et maintenant, nous allons passer à Rose Ingrid Benjamin, Eslamer, qui est née, enfin, élevée à Ottawa. Elle fait partie de la diaspora haïtienne ici au Canada. Elle est connue en tant que chanteuse, comédienne, poète, productrice et activiste. Elle a eu l'opportunité de partager son art et ses expériences au Canada et aux États-Unis. Rose Ingrid a récemment complété ses études en production et scénarisation à l'Université Concordia et désire étendre sa porte au cinéma en portant avec elle une passion pour la justice raciale, l'équité et l'inclusion, donc LGBTQ, pour créer et soutenir une narration diversifiée à travers les cinémas. Et alors, la parole est à vous, Rose Ingrid. Merci beaucoup. Peut-être ici, bonjour. Comme on l'a déjà dit, je m'appelle Rose Ingrid Benjamin. Mes pronoms sont elle et elle. J'ai les cheveux bruns en afro court. Je suis noire. Je porte un gilet bleu, une blouse beige, des boucles d'oreilles dorées et j'ai un rouge à lèvres foncé. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis poète, comédienne, chanteuse, écrivaine, éducatrice et je suis venue ici pour partager un peu de poésie, mais aussi je voulais juste partager quelques pensées à propos de l'épanouissement comme artiste pendant la pandémie, comme artiste noire. Je pense que comme artiste, la pandémie m'a donné pour la première fois le don du temps. Je suis fille d'immigrante, je travaille indépendamment. Alors, c'est quand on fait de job à job, comme ils disent en anglais, the gig industry. Et j'avais jamais eu le temps de vraiment prendre le moment pour le repos, pour pouvoir penser à mes peines, à mon passé, à la traumatisation que j'ai expérimentée pendant ma vie. Et j'ai réalisé dans le temps de la pandémie que j'avais soudainement tout ce temps-là. Le cerveau m'a donné la chance de ralentir, de payer mes factures et à pas de me soucier à comment je vais vivre. Et j'ai trouvé ça un peu drôle de penser que ça a pris une pandémie mondiale pour me donner ce temps. Pour beaucoup de personnes, ils ont le temps pour prendre des vacances, pour arrêter, pour réfléchir, mais pour beaucoup de monde dans la communauté noire, pour beaucoup d'artistes en plus, on n'a pas ce temps-là parce qu'il faut toujours bosser pour la prochaine job. Et je réalise que ça dit beaucoup sur comment on soutient nos artistes, on soutient notre communauté et comment on investit dans les communautés qui ont besoin de support pour pouvoir avoir du temps. Du temps, c'est précieux. Alors, j'ai compris que beaucoup de monde n'ont pas eu la même expérience que moi aussi et que même avec ce temps, j'ai dû faire face à des nouveaux défis. J'ai dû vraiment prendre soin de ma santé mentale. Je ne savais pas à quoi ressemblait mon futur. Beaucoup d'artistes ont perdu leur job, ont perdu leur contrat pendant la pandémie. On ne savait pas comment ça allait revenir. Et même en ce moment-ci, on perd quand même des shows. On voit que même le Centre national des arts où je travaille à temps partiel, on a annulé des shows cette année à cause de la pandémie. Alors, c'est vraiment un temps flou pour notre communauté. Et je ne savais vraiment pas à quoi allait ressembler mon futur, ma carrière. Le domaine artistique a subi des pertes extrêmes. Alors, pour les artistes, pour le monde noir, queer et racialisé, c'était encore plus difficile. Je crois que c'est la joie, la communauté, la famille et l'art, qu'importe la discipline, qui nous emporte dans les saisons difficiles. C'est vraiment nos histoires de courage, de foi, d'espoir qui nous donnent une imagination pour le futur. Quand on est sous le poids de la violence imposée par le racisme, le capitalisme et le colonialisme. Pour moi, je trouve que l'espoir dans les histoires de mes ancêtres qui se sont rassemblés au bois caïman, qui ont choisi de dire non à l'oppression et à l'esclavage, dans les paroles et les chansons de ceux qui sont venus avant moi, mes guides, ma mère, les femmes de pouvoir comme Nina Simone et Anna Kawana, les prophètes et guerriers comme Malcolm X et MLK, les lois qui me rappellent de ma connexion avec le passé, avec la terre, avec mes voisins, du monde humain et avec le futur non lointain. La pièce que je vais partager est une traduction d'un de mes poèmes qui s'appelle Make You Pure. Je l'ai écrit après la mort de Justine Damond, une femme blanche qui a été tuée par la police à Minneapolis. J'ai vu comment la presse et le public ont réagi et je me suis demandé, est-ce que c'est ça qu'il nous faut
pour être vu humain comme personne noire, pour devenir innocent, des cheveux blonds et la peau blanche. Si les cheveux blonds te rend innocent et la peau blanche te rend pur, que dire de ma peau noire, coupable de rive à rive? Est-ce que l'Éternel qui nous a maudits? Nos garçons sont faits hommes et nos filles femmes bien avant qu'ils comprennent. Élevés dans la suspicion, entraînés par des traditions créées pour détruire leur âme. Si le cheveu blond te rend innocent et la peau blanche te rend pur, mes cheveux crépus me trahissent-ils, même avant que j'ouvre la porte? Ma mélanine indique-t-il ma place en enfer? Pendant que les flammes du jugement me prend comme prisonnier? Ou est-ce que c'est simplement la malédiction, la croix que je porte, mon enfer sur terre? Peut-être la mort et la honte sont mes deuxièmes noms. J'en ai aucune idée. Ou peut-être ce n'est pas la faute de ceux aux cieux. Ma peau n'est peut-être pas une maladie sans remède. Et les cheveux blonds peuvent ne pas rendre innocent, ni la peau blanche te rend pur. Mais mes cheveux crépus me trahissent quand même, avant que j'ouvre la porte. Merci. Est-ce qu'on peut l'applaudir en tout cas? Félicitations, merci beaucoup, c'est très touchant. J'ai l'impression que nous portons tous des plaies, hein. C'est très difficile, mais vraiment, merci beaucoup. Et on va devoir passer à la période des questions. Mais je commence par la question de Inouk Touzin, qu'il est là et je salue. Et il demande qu'est-ce que la communauté francophone peut faire pour créer des espaces afro-positifs. Je crois que cette question va à tous les panélistes. Je peux répondre? Oui. Qu'est-ce que je trouve que c'est important, c'est une question importante. C'est une question importante du plan du point de vue pratique, parce qu'ici, il faut dire que du point de vue pratique et du point de vue éducatif aussi. Qu'est-ce que la communauté doit faire au fait? Par exemple, moi, je travaille sur les personnes francophones, la centrafricaine et caribéenne francophones LGBTQ. Donc, ça veut dire que je suis spécialiste au fait aussi. Et je suis praticien. Je suis travailleur social d'abord à la base au fait. Ça veut dire que si dans votre organisme ou bien dans un bureau là où vous vivez, vous êtes directeur du département, je peux venir éduquer. Parce que d'abord, éduquer, sensibiliser. Parce qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est un problème d'éducation et d'éducation. Surtout aussi, je prends par exemple que les gens aujourd'hui ont tendance à croire que les questions LGBTQ sont des acquis, au fait. Non, ce ne sont pas des acquis. Parce que je parle par exemple de l'héritage colonial que nous avons. Parce qu'il faut dire l'histoire, que l'histoire en Afrique et dans les Caraïbes, avant l'arrivée, l'histoire en Afrique, au fait, parce que les gens des Caraïbes viennent d'Afrique, au fait. C'est le berceau de l'humanité. Donc, il faut dire qu'avant, selon, si on se tient aux recherches de Roscoe, de plusieurs anthropologues qui ont parcouru l'Afrique aujourd'hui, que les minorités sexuelles ont toujours existé là, en Afrique avant l'arrivée de la colonisation et de l'esclavage, avant l'arrivée des missions dites civilisatrices, entre guillemets. Mais l'homophobie commence en Afrique. Comment? L'homophobie arrive en Afrique avec l'avènement de la Bible et du Coran. Donc, il y a ce qu'on appelle, c'est que le professeur Christian Taubira rappelle 400 siècles d'aliénation. On a Aimé Césaire dans le discours sur le colonialisme qui nous parle comment est-ce que les personnes ont été aliénées pendant des années pour qu'ils oublient ce qu'ils étaient. Il y a France Fanon qui nous parle dans Peau noire et masque blanc, qui nous parle de cette aliénation-là, en fait, aussi. Comment est-ce que l'homme noir a arrivé à oublier son identité culturelle? C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup d'Africains, lorsque je les pose des questions, sur les questions en lien avec l'homosexualité, ils vont dire non, ce n'est pas de chez nous, c'est une maladie importée des Blancs, c'est quelque chose des Blancs, en fait. Ça, c'est de l'aliénation, en fait, parce qu'ils ont oublié qui ils étaient, en fait. Parce que si on part, par exemple, avec Nelson Mandela, l'Afrique du Sud est le premier pays africain à avoir reconnu les questions LGBT, parce qu'ils sont allés puiser dans leur... au fait, je veux être court, au fait. Ils sont allés puiser dans leur culture.
la culture Zoulou, il y a tellement de cultures en Afrique du Sud. Et aussi, moi, je suis originaire du Cameroun. Au Cameroun, lorsque je lis certains écrivains tels que sociologues comme Gobogo, Awona, et je vois que dans leurs travaux de recherche anthropologique, ils montrent que les pratiques homosexuelles, les personnes homosexuelles ont toujours été existées dans ces communautés-là et qu'ils étaient pas tolérés, ils étaient acceptés et ils vivaient en harmonie. La stigmatisation et l'homophobie qu'on a aujourd'hui, c'est l'héritage des lois napoléoniennes et des lois victoriennes pour les parties anglophones, pour les parties francophones. C'est les lois napoléoniennes qu'on applique aujourd'hui, par exemple, dans le cas des pays francophones, qu'on applique aujourd'hui. Et ça veut dire que lorsque ces personnes immigrent par exemple, au Canada, elles immigrent avec tout ce bagage-là, tout ce bagage colonial homophobe-là. Ça veut dire que, et eux aussi, il y a une chose que j'ai remarqué pendant ma recherche, c'est que des personnes que j'interroge, j'ai dit, je remarque que les personnes africaines, elles sont beaucoup plus tolérantes avec les personnes blanches LGBTQ par rapport à leurs propres frères. Donc, il y a ces biais racistes, homophobes-là et xénophobes-là qui existent dans nos communautés, au fait. Ça veut dire que, et aussi, le fait que, par exemple, beaucoup des témoignages que j'ai eu pendant mon enquête, j'en disais que lorsqu'on part, par exemple, dans un centre communautaire où il y a les immigrants qui sont censés accueillir les immigrants, on est encore discriminé par les immigrants, au fait, du simple fait parce qu'on est homosexuel. Et pourtant, ces immigrants disent aussi qu'ils sont discriminés à leur tour par le système, alors qu'ils discriminent d'autres personnes. Ça veut dire qu'elles sont discriminées et parfois, on ne les reçoit pas. Aucune méthodologie en place. Ici, aujourd'hui, je ne suis pas là pour accuser. Je suis là pour tendre la main parce que j'ai dit, j'ai mis sur pied un guide, il y a des références qui sont écrites, on est là, il y a des personnes qui sont là pour éduquer, pour sensibiliser et peut-être, pourquoi pas, les organismes peuvent créer des postes spéciaux pour des conseillers sur ces questions-là, en fait. Parce qu'il faut comprendre que les gens disent que non, on n'a pas le budget. Vous n'avez pas le budget, mais vous avez le temps de discriminer ces personnes. Je me dis, c'est un refrain que j'ai beaucoup entendu, au fait. On n'a pas le budget pour employer ce genre de questions-là, ce n'est pas important. Toute personne humaine est importante. Il n'y a pas de sous-homme, au fait. Nous tous, parce que quand j'ai posé la question à une personne qui participe à l'enquête, on m'a dit non, vos questions-là, vous avez trop l'argent, on parle trop des gays. Oui, on parle certes des gays, mais il faut regarder quel genre de gays on parle. On parle des gays blancs et avec des privilèges, les privilèges blancs. On ne parle pas des gays noirs francophones, parce qu'il faut comprendre aussi que ces gays noirs, parce qu'ils parlent français seulement français, ils sont discriminés. C'est pour cela que, par exemple, l'enquête que le fédéral est en train de mener actuellement sur comment recruter les personnes noires au fédéral et quelles pratiques, comment améliorer la pratique, je leur ai dit qu'il faut que les gens cessent de parler au nom des personnes. Il faut donner la parole aux opprimés elles-mêmes. Que les personnes blanches LGBTQ cessent de parler au nom des personnes blanches, au nom des personnes noires francophones LGBTQ. Il faut donner la parole aux personnes compétentes qui comprennent les enjeux, les personnes qui ont l'expérience avec l'immigration. Parce qu'aujourd'hui, vous savez quelque chose qui me choque aujourd'hui. Je sais qu'on ne peut pas mettre la souffrance dans un plateau, en fait. Vous savez, beaucoup de personnes LGBT sont persécutées dans les Caraïbes et en Afrique francophone depuis des années et que lorsqu'elles arrivent ici, elles ont beaucoup de problèmes. Et pendant la pandémie, tous ceux qui sont arrivés pendant la pandémie ont des problèmes avec les procédures d'immigration actuellement là. Mais ce qui est là, c'est que, oui, je veux couper court, mais là aujourd'hui, je remarque qu'est-ce qui se passe actuellement. Le gouvernement et beaucoup d'organismes sont focusés sur les réfugiés LGBT syriens, aussi anglophones. Alors que ces francophones-là vivent depuis cette marginalisation depuis, ils sont les oubliés du système, au fait. Je me dis, il est temps qu'on donne la parole, s'il y a une intervention, sensibiliser, éduquer et aller chercher des bonnes personnes pour éduquer nos communautés, nos organismes, pour qu'on avance ensemble. Parce qu'on est là pour bâtir le Canada de demain, et toute personne est humaine, au fait. Merci. Merci beaucoup, Laurent Francis. Je crois qu'on reviendra encore à vous parce qu'il y a une question qui a été posée ici. Peut-être que vous pourriez répondre. Mais il y a une question de Médotoine qui est adressée à Rukia. Il demande quels sont les recours disponibles en employabilité pour aider les personnes victimes à trouver réparation.
sais pas si vous avez la réponse, Madame Roukia. Je vais tenter. J'imagine que ça concerne quand la personne est en emploi et qu'elle est victime de discrimination ou autre. Si c'est le cas, il y a des mécanismes qui sont disponibles des fois au sein même que ce soit par exemple au niveau de la fonction publique ou dans des grandes entreprises. Sinon, soit bien évidemment, il faut aller devant les tribunaux administratifs, tribunaux de relations de travail. Et souvent, quand il s'agit de questions de discrimination, bien évidemment, la preuve, comme n'importe quel tribunal ou comme n'importe quelle plainte, il faut avoir tous les éléments qui prouvent, qui des fois sont souvent difficiles à rassembler. Sinon, pour la sous-emploi, ça c'est en étant en emploi. Sinon, quand on n'est pas employé encore ou qu'on a du mal à trouver un emploi, là, je pense que les mesures à mettre en place, c'est des services qui soient la sensibilisation. Il y a un énorme travail à faire, je pense, au niveau de l'accès déjà à l'emploi. Pour mobiliser les employeurs, sensibiliser les employeurs et toute la société aussi par rapport à la question de la discrimination. Moi, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas avoir peur de mettre le doigt sur le bobo là où ça fait mal. Ça fait peur des fois quand on parle de racisme ou de discrimination, mais je n'aime pas les politiques de l'autruche, tu sais, je fermais les yeux pour dire tout va bien. Non, on a des défis qui parfois, il y a eu des améliorations, mais il y a des défis qui se sont amplifiés aussi, puis des nouveaux qui se sont ajoutés au lot qui existaient. Puis tant que comme société, on n'est pas en mesure de regarder, puis de dire oui, c'est là où, là où ça fait mal, c'est ici, c'est ici. Il n'y a pas de problème à avoir honte de ça, et de trouver des solutions et de mettre en place des mesures et des actes, des mesures correctives. Et c'est là qu'on pourra, je pense, progresser, mais tant que ce sera un sous-sujet qu'on ne veut pas discuter, que tout le monde sait qu'il existe, mais qu'on ne veut pas agir et qu'on ne veut pas reconnaître, c'est là où c'est là qu'on continuera à faire perdurer la situation dans laquelle on se trouve. Sinon, si c'est une question de racisme ou de discrimination au moment où on est employé, il faut recourir aux différents mécanismes qui sont mis en place pour obtenir gain de cause, avec la difficulté de prouver, bien évidemment, parce que c'est difficile de prouver un acte de racisme ou une discrimination, hein, c'est très difficile. Ah oui, merci beaucoup. Je crois que ça m'envoie à la question suivante. Quelqu'un qui a demandé, il est anonyme ici, est-ce que pour les 5 et 10 dernières années, par rapport au racisme anti-noir, pensez-vous, estimez-vous que ça va mieux ou c'est pire que maintenant, pour les 5 et 10 dernières années? En fait, je peux répondre bien. Oui. J'estime que, de mon expérience, si je m'en tiens par exemple au rapport 2021, au rapport 2020 sur Statistique Canada et aussi le rapport sur les étudiants immigrants, par exemple, je prends par exemple, vous êtes au courant que depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, 80%, 84-95% des étudiants qui viennent d'Afrique francophone, on les refuse automatiquement les visas pour entrer au Canada avec Chinook. Je parle d'abord de l'entrée. Je parle aussi de maintenant ceux qui sont ici, 80% qui viennent d'Afrique francophone et des Caraïbes, au fait. Automatiquement, depuis 2018, on les refuse. Donc, et dernièrement encore, au Parlement, on reposait la question à M. Fries, le ministre de l'Immigration, qui disait qu'il va améliorer le système. Et pourtant, on va de mal en pire, au fait. Et pendant la pandémie, parce qu'on est dans le sujet de la pandémie, et pendant la pandémie, on a vu des aides qui ont été octroyées aux personnes dites privilégiées plus que d'autres. Beaucoup de personnes qui n'ont pas accès à une assurance maladie, beaucoup de personnes noires qui travaillent comme femmes de ménage, qui travaillent dans des restaurants, qui ont perdu leur emploi, comme les artistes, au fait, aussi. Aucune subvention, aucune aide n'est venue à leur aide, au fait, en tant que personne noire. Et on sait qu'avant la pandémie, ces personnes souffraient déjà d'abord
moi, je vous dis que le système s'est empiré au fait aussi. Ça s'est empiré, c'est le chercheur qui parle au fait. Je suis critique, ça s'est empiré parce que ce qu'on nous a présenté, c'est que on nous présente certaines personnes, entre guillemets, noires de nos communautés, qui sont là pour juste parfois pour remplir juste, OK, on a la diversité, on emploie des personnes noires, et pourtant ces personnes-là sont en train de jouer le jeu des politiques. Je dis qu'il faut que ça cesse. Il est temps d'employer les personnes noires des communautés compétentes, qui comprennent réellement les enjeux et qui touchent du doigt les enjeux. Et généralement, ce que je remarque, c'est qu'on emploie des personnes noires parfois, je ne veux pas généraliser, excusez-moi, mais qui ne comprennent pas réellement nos enjeux. Et ça fait en sorte que les clivages, l'écart se crée entre ces personnes, ces minorités qui souffrent déjà assez et les autres personnes. C'est juste mon point de vue. Oui, je crois qu'on peut passer à l'autre question. Je crois que Est-ce que je peux aussi. peux juste Oui, ajouter? volontiers, oui. Merci beaucoup. Pour la Merci, première Rose. question de comment faire des espaces plus afro-positifs, je pense que ce n'est pas vraiment la bonne question. La question, c'est qui le monde afro-noir dans votre communauté qui existe déjà? Et est-ce que vous donnez la parole et la chance d'être en charge au monde dans votre communauté? C'est certain qu'il y a déjà des Noirs chez vous. Et comment est-ce que vous connaissez leurs histoires? Est-ce qu'ils ont la chance d'être leur porte-parole? Faites pas pour nous. Laisse-nous nous guider, laisse-nous travailler ensemble et laisse-nous mener la charge. Je pense que c'est ça un peu qu'on voit ces jours-ci, c'est que tout le monde, pour en parler avec la question, est-ce que c'est pire? C'est pas mieux ou pire, c'est juste que tout le monde, je pense, il y a beaucoup de monde qui sont comme, OK, on voit qu'il y a du racisme, qu'est-ce qu'on doit faire? Ils font tout sans appeler à la communauté, sans dire, hé, mon voisin noir, hé, c'est la personne que j'ai embauchée, hé, le centre communautaire qui a fait du travail pour 50 ans chez nous. Qu'est-ce que vous faisiez? Qu'est-ce que vous avez besoin? Où est-ce que vous en êtes? Et comment est-ce qu'on peut supporter ce que vous faites? Au lieu, beaucoup de personnes blanches vont dire, ah, je suis stressée, je me sens mal, il y a du racisme et je vais faire toutes ces choses-là de mon propre gré, avec mes propres idées, sans vraiment demander les besoins. Et je pense que c'est là où on va vraiment un peu ça s'empircit parce que le monde fait ce qu'ils veulent sans penser à nous et sans nous demander ce qu'on veut à nous. En plus, de l'autre côté, je pense qu'il y a vraiment un mouvement au Canada et on l'a vu à Ottawa ce mois-ci, aussi, qui a peur du changement dans notre pays, qui a peur du fait qu'il y a beaucoup de monde racialisé qui vient au Canada, qui perd leur vie, qui ont des postes de plus en plus grands et ils voient que ça change et ils ont peur et à cause qu'ils ont peur, ils font leur mieux pour garder le passé. Et on voit ça aux États-Unis, on voit ça aussi au Canada. Et je pense que ce qu'on doit faire, c'est vraiment voir que c'est pas juste un problème de Trump ou des États-Unis, c'est pas juste un problème, c'est un problème ici. C'est un problème dans les communautés ici. On voit, moi j'allais à l'église avec des personnes blanches qui croient en ça. Même s'ils s'assiedent à côté d'une personne noire le dimanche matin, jamais de leur vie, leur fille va sortir avec un homme noir. Ou qui vont laisser de monde noir avoir du pouvoir vraiment pour faire du changement, qui comprennent les enjeux. On m'a traité de raciste, on m'a traité de toutes sortes de choses. Quand je voulais dire, est-ce qu'on peut aider notre communauté aujourd'hui? On dit qu'on aime tout le monde, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors vraiment, c'est un fait de savoir, de vraiment comprendre les nuances en ce moment. C'est pas juste un racisme simple, c'est vraiment systémique. Et c'est aussi un fait de comprendre avec qui avec comprendre qui est en jeu, qu'est-ce qui se passe, notre rôle. Je pense que aussi pour beaucoup de personnes blanches, le rôle c'est de suivre. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes blanches qui n'ont jamais suivi leur vie. Et si ils n'ont jamais suivi une personne noire de leur vie. Et ça fait quoi ça? De dire, OK, moi je laisse mon pouvoir, je donne les ressources, je donne la plateforme, je donne l'argent et je dis, guide-nous, décide. Et on va suivre et on va supporter et on va bosser avec toi. Je pense que c'est vraiment ça qu'on devrait voir dans nos communautés pour pouvoir faire des places plus afro-positives. Robert, Ouais. Robert, je voudrais dire quelque chose rapidement à la suite de Rose Ingrid. Juste quelque peu. Je voudrais dire aussi que Rose Ingrid, je voulais dire à cela aussi qu'il y a le fait, par exemple, que aujourd'hui, les personnes qui veulent vraiment le vrai changement pour les communautés noires
sont stigmatisés, au fait. Je me souviens, par exemple, à mon université, lorsque je me lève pour je veux le changement, ce sont ceux qui veulent le changement véritablement, ils sont stigmatisés à leur tour. On va aller chercher des personnes noires qui leur plaisent, au fait, des bons petits toutous, qui ne disent rien, qui sont comme eux, alors que moi qui veux véritablement le changement, on va me traiter d'agressif, de hautain, quelqu'un qui ne veut pas se plier aux règles, mais on va te mettre de côté, au fait. On va aller prendre celui, on dit que non, il faut être comme celui-là. Comme celui-là est mieux, on le manipule mieux, au fait. C'est ça aussi le problème aujourd'hui. C'est ça que je voulais souligner. Oui, j'ai une question, je pose à Rose Ingrid et puis à tout le monde, en fait. C'est vrai, il y a tous ces aspects des choses, mais est-ce qu'il n'y a pas un travail à faire sur nous-mêmes, en fait? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelles armes nous avons en tant que Noirs pour nous défendre, pour essayer d'améliorer les choses? Je pense que c'est compliqué pour nous aussi. Parce que, comme je pense Francis a mentionné avant, il y a, même dans notre communauté, on voit l'homophobie, par exemple. Je vois les chiffres du rapport et je me suis dit, c'est certain qu'on est plus nombreux que ça, mais il y a de la honte, on est effrayé, il y a du monde que leur famille leur laisse tomber parce qu'ils sont gays, sont queer. Alors, pour savoir comment est-ce qu'on peut parler entre communautés pour vraiment avoir des ponts entre les générations, entre ceux qui sont nés ici, ceux qui sont venus comme immigrants. Je sais que je suis née ici, je suis première génération, mais il y a des choses que, pour moi, je me sens vraiment haïtienne. Mais dans notre manière, je sais qu'il y a des différences entre moi et mes parents, et mes tantes et mes oncles, à cause que je suis née ici. Et des fois, on réalise pas que cette diversité, ça nous aide si on peut s'écouter, si on peut s'étendre la main et dire, OK, je ne comprends pas tout. Moi, je peux dire que je ne comprends pas tout, mais toi, mon aîné, peux-tu dire que tu ne comprends pas tout, que tu peux apprendre de moi ou même, j'ai une nièce de 9 ans, j'apprends d'elle tous les jours. Comment est-ce qu'on peut venir avec une unité ensemble pour dire, OK, c'est quoi les défis dans notre propre communauté? Comment est-ce qu'on peut supporter ceux qui ont besoin de plus de support? Je pense que la communauté trans, queer dans notre communauté noire a besoin de support. Comment est-ce que nous, qui ont plus de pouvoir, qui ont plus d'accès, peut-être qui ont la santé, qui ont les moyens, est-ce qu'on peut investir dans les communautés qui sont plus jeunes, qui ont moins d'accès? Est-ce qu'on peut parler vraiment du fait que le classisme existe dans notre communauté? Est-ce qu'on peut en parler? Quand je grandissais, on disait toujours, deviens médecin, deviens avocat, sinon, il n'y a rien d'autre qui vaut. Et devenir artiste, ça m'a donné des problèmes dans ma propre famille, dans ma propre communauté. Ils ne sont pas fiers de moi. Pour eux, j'ai gaspillé mes talents et ma vie. Mais quand on pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont venus ici pour donner une meilleure chance à leurs enfants, à la prochaine génération, et j'ai pris ces chances. J'ai pris cet accès, l'éducation, le savoir-faire, le mélange de cultures, et j'ai créé quelque chose avec. Et je sais que ce que je fais, ce que j'écris, ce que je chante, ce que je crée, ça investit dans le monde, ça aide le monde. Ça guérit juste autant qu'un médecin. Alors, est-ce qu'on peut vraiment avoir des conversations avec l'humilité, avec la patience, entre générations, entre nous, pour dire, hey, il y a de la valeur. Oui, les métiers ont de la valeur, mais les artistes aussi. Oui, les travailleurs sociaux aussi ont de la valeur. Oui, ceux qui n'ont pas d'accès à l'université ont quand même de la valeur dans notre communauté. Et est-ce qu'on peut venir ensemble contre ce système? Le capitalisme nous détruit tous. Même nous, oui. Et de ne pas suivre après le même système que les Blancs qui sont en charge nous ont dit, voilà le but, voilà comment on va être libéré. Le capitalisme ne va pas nous libérer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Je crois qu'on est arrivé vraiment à la fin. Parce que Robert, oui. je voudrais ajouter quelque chose au fait. Oui, juste la question que vous avez posée est vraiment cruciale au fait. Elle est vraiment cruciale. J'ai dit, il faut donner l'opportunité aux personnes noires compétentes d'accéder au poste, pas au poste de secrétaire, je ne balance pas l'association de secrétaires, au poste de décision, les conseils d'administration, les directions des ressources humaines, les postes de décision. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on dit qu'on recrute les Noirs dans des administrations, généralement, c'est généralement pas, soit pour la majorité, c'est soit pas dans les postes de direction.
Et lorsqu'ils sont dans les postes d'éducation, ces noirs-là doivent être compétents. Ils doivent se poser la question que je suis là pour représenter, est-ce que tout le monde est sur la table, au fait? Se poser la question, qui est sur la table avec moi? Et quand je prends les décisions, quand je donne des recommandations, est-ce que j'ai pris les recommandations pour toute la communauté, pour toutes les intersectionnalités de notre communauté? C'est ça la question aujourd'hui. Donc, c'est un problème d'éducation. Le Canada doit investir sur l'éducation, les formations des personnes noires, donner des bourses, parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes noires pendant la pandémie n'avaient pas accès aux études, accès à l'emploi, parce que beaucoup manquent de formation, beaucoup manquent de soutien. Et si on fait ces actions-là, et véritablement, on peut arriver à un changement effectif, au fait. Et surtout l'éducation sur le racisme, au fait. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'on reconnaît le racisme systémique. Il faut éduquer et sensibiliser. Donc, ça veut dire avec des personnes qui ont fait ces études-là, avec des personnes compétentes qui peuvent éduquer et sensibiliser. Merci, Laurent Francis. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que ta réponse est vraiment une petite conclusion pour cette rencontre d'aujourd'hui. Je crois que c'est important que nous puissions vraiment nous retrouver, discuter, former, éduquer. Et éduquer, c'est aussi éduquer notre communauté, en fait. Parce que, comme disait Martin Luther King, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Je crois que c'est très important. Et l'occasion que on nous a donné aujourd'hui de rencontrer, je crois que c'est une première et que nous pourrions continuer encore dans pareille rencontre, parce que c'est très important qu'on puisse se rencontrer, discuter, échanger, c'est important. En tout cas, encore une fois, merci à toutes et merci à tous. À moins que quelqu'un du bureau de la communauté puisse parler, sinon on va finir maintenant et puis à la prochaine. Je crois qu'il n'y a personne alors. Passez une agréable soirée chez vous et puis mettez-vous au chaud. Merci beaucoup et rendez-vous pour la prochaine fois. Merci, au revoir. Ouais.